Pour les questions, vous pouvez soit utiliser le chat, soit à la fin, vous pourrez intervenir. Et puis là, je pense que c'est bien en effet qu'on ait la vidéo pour voir qui parle et puis vos centres d'intérêt. Donc la première personne qui va intervenir, hein, ce sera Gérard Bagnou. Il y aura plutôt une équipe de la direction qui est impliquée dans tout ce qui est gestion de données, dont Gérard Bagnou qui dirige cette équipe. Gérard, je ne sais pas si tu arrives à faire un visuel sur toi. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Il me semble que Donc, je suis déjà en visuel. Gérard. Ensuite, il y aura Michaela qui est, elle, impliquée vraiment dans tout ce qui est stratégie open access au niveau de la direction de l'UNIL. Bonjour. Puis, on repassera sur des questions de gestion de données. Il y aura à ce moment-là Carmen Jambet qui va vous présenter la nouvelle directive sur le traitement et gestion de données de la recherche. Anouk Santo, qui est toute nouvelle chez nous. Je ne sais pas si on peut voir Anouk. Oui, je suis là. Voilà. Qui va vous présenter un nouvel outil qui sera très bientôt à votre disposition pour faire des data management plans. Et puis, un peu plus tard, Roberto Fabretti, qui va vous indiquer quelles sont les ressources que vous avez pour tout ce qui est stockage et calcul. Je ne sais pas si on arrive à voir Roberto, sinon on le verra plus tard. Et moi, je réinterviendrai à la fin juste pour vous proposer un peu tous les services qu'on a mis nous en place à la FBM pour que vous puissiez répondre à la problématique Open Science en général et puis aussi plus précisément à ces nouvelles exigences des directives de l'UNI. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Gérard, je te donne la parole. Oui, merci Cécile. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre la main sur la présentation. Voilà, donc là, c'est le menu qui vous a déjà été présenté, donc je passerai rapidement là-dessus. Moi, je dirais quelques mots de façon assez brève sur la stratégie Open Science de l'UNIL et son plan d'action qui date de 2019, qui a été validé par la direction en décembre de 2019. La stratégie, le plan d'action qui a été mis en place et qui est mis en place au niveau de l'université est mis en place sur 5 axes d'intervention prioritaires. Nous avons développé ces 5 axes. Vous le verrez aussi en commun avec les différentes facultés et les différents intervenants. Donc, le premier axe, c'est l'aspect de la gouvernance. Ensuite, on a ce qui touche à l'organisation, bien sûr aux infrastructures, formation et aussi à la nouvelle culture, ce qu'on a appelé nouvelle culture et communication. Je vais très rapidement revenir en détail un petit peu sur ces différents axes. Vous trouvez l'ensemble de la stratégie, bien sûr, sur le site UNIL Open Science. Il y a toute une section sur ce site qui est dédiée à la stratégie et au plan d'action. Les enjeux au niveau de la gouvernance, c'est vraiment pour nous et pour la direction de l'université de développer une politique, une stratégie qui existe maintenant, différentes directives aussi pour aider les chercheurs et pour faire et soutenir la vision qu'a la direction de l'Open Science. Il faut dire que l'Open Science, c'est un peu plus que l'Open Access et l'Open Research Data, mais pour l'instant, c'est sur ces 2 axes que la direction de l'université entend mettre les moyens et les ressources. L'aspect de l'organisation, c'est ce qu'on a mis en place avec les consultants recherche des facultés, avec Cécile et d'autres. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche participative et inclusive, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui viennent uniquement du haut, mais c'est vraiment quelque chose qui émane des besoins des chercheurs, des ressources à disposition, pour qu'on soit au plus près des besoins de notre communauté. Je reviendrai là-dessus parce que en dernière slide, juste pour préciser comment le travail a été fait. Ensuite, au niveau des infrastructures, bien sûr, cet axe-là, c'est l'idée d'offrir des moyens techniques à nos chercheurs pour gérer, stocker, sécuriser, partager, archiver aussi les informations scientifiques. Vous connaissez toutes et tous maintenant déjà Serval, qui existe depuis quelques années, presque une quinzaine d'années d'ailleurs, qui est l'outil d'archivage pour les publications et de partage des publications. On reviendra là-dessus et Michaela en parlera après en matière d'open access. Et puis, on est en train de travailler sur un outil, bien sûr, d'archivage et de partage de données de recherche qui n'existe pour l'instant pas, en tout cas au niveau de l'université. Il y a plusieurs dépôts qui existent, mais pas forcément un dépôt au niveau de l'université. Donc voilà pour l'axe des infrastructures. La formation, comme dans tous ces projets, on a mis en place, et vous l'avez aussi au niveau de la faculté grâce à Cécile,
une formation, un accompagnement. Le but, c'est d'autonomiser, c'est d'aider, de soutenir les chercheurs dans la gestion de leurs projets, que ce soit en matière d'open access, que ce soit en matière de gestion des données. Puis enfin, l'idée, c'est aussi de sensibiliser l'ensemble de la communauté, le public, aux enjeux, aux opportunités de l'open science. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à travers des événements, à travers des présentations, comme on fait ça, comme on le fait aujourd'hui, c'est tour des facultés. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble de la communauté. La stratégie et le plan d'action qu'on a mis en place est parti d'une réflexion qu'on a menée en 2015 déjà. Maintenant, ça fait à peu près, ça fait déjà 5 ans d'ailleurs. On a fait une enquête avec ma collègue Carmen Jambé, justement, pour savoir quelles étaient les attentes, les besoins en matière de données de la recherche. Cette enquête a été renouvelée en matière d'open access en 2017 ou 2018, je crois. Et ça nous a permis de mettre en place cette stratégie Open Science et de développer ces 5 axes d'intervention qui sont les axes qui sont ressortis de cette enquête auprès des chercheurs et chercheuses de l'université. Pour information, une nouvelle enquête est prévue en 2021, probablement en février 2021, justement pour voir un petit peu le chemin parcouru et surtout pour voir s'il y a d'autres besoins, d'autres demandes qui émanent de la communauté. Ça nous permet d'avoir un plan d'action, parce qu'une stratégie, c'est quelque chose d'assez assez élevé. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui rentre. Voilà, j'ai dû. Excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, oui, ça nous permet d'avoir un plan d'action parce que justement le niveau stratégique, c'est pas suffisant. C'est aussi savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau de nos chercheurs, qu'est-ce qu'on met en place concrètement de façon opérationnelle. Quelques mots pour dire que la pratique, l'open science actuelle, elle n'est pas toujours très bien établie dans les hautes écoles. C'est quelque chose de, même si c'est pas très récent, en tout cas pour l'open access, c'est quelque chose encore qui a besoin d'être soutenu, d'être établi. Il y a beaucoup d'intérêt pour l'open science, il y a aussi beaucoup de craintes, certaines fondées, d'autres pas forcément. Donc c'est important pour nous d'amener des réponses à ces enjeux-là. Il y a enfin beaucoup de questions qui sont soulevées par les enjeux de l'open science, que ce soit des questions méthodologiques, beaucoup de questions juridiques et éthiques, bien sûr, à l'heure de la protection des données. Il y a aussi simplement des questions pratiques. Quel coût je dois m'attendre pour pouvoir déposer mes données ou mes jeux de données, par exemple, à l'université? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça coûte? Et combien ça coûte? Vous aurez des réponses à ces questions grâce à mon collègue du CI des CSR. Enfin, sachez aussi que Swiss Universities est en train de définir une stratégie nationale Open Research Data. Une stratégie Open Access existe déjà depuis 2 ans, mais la stratégie nationale en matière de données de la recherche n'existe pour l'instant pas. Elle est en train d'être élaborée par un panel d'experts. Il faut l'attendre pas tellement avant 2022 a priori. C'était prévu en 21, mais vraisemblablement ce sera plutôt en 22. L'Université de Lausanne est quant à elle assez bien outillée puisqu'on est la seule université en Suisse à avoir, pour l'instant en tout cas, formalisé une stratégie et un plan d'action concret en matière, non pas uniquement d'Open Research Data, mais également d'Open Access. Sachez aussi qu'on a édité 2 flyers, une version en anglais, une version en français, sur la position et la vision de l'Open Science à l'Université de Lausanne. Donc, vous pouvez télécharger ces versions. Vous aurez le lien dans la présentation sur notre site web Open Science. Et vous pouvez aussi demander si vous avez envie d'avoir des versions imprimées en papier pour les distribuer éventuellement ou pour les lire tranquillement chez vous au coin du feu. On peut vous les transmettre sans problème. Sachez enfin, et je terminerai avec ça, c'est qu'on va relancer ce qui avait été lancé par ma collègue Michaela il y a déjà quelques années, le calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre. Donc, on y arrive très rapidement. Et donc, vous aurez de nouveau ce petit calendrier qui est assez sympa, qui permet aussi de mettre en avant les différentes actions et les différentes choses que nous faisons en matière d'open science, que ce soit en matière d'open access ou en matière de données de la recherche. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Michaela maintenant. Merci. Merci Gérard. C'est bon, tu as laissé le contrôle?
J'ai arrêté le Tu as contrôle. arrêté, parfait. Voilà. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, pour ma partie, je vais présenter surtout les nouveautés en matière d'open access d'une façon, d'un point de vue assez général, générique. Et puis, je commence notamment avec la nouvelle directive Open Access qui a entré en vigueur le 1er juillet 2020. Il faut savoir qu'elle avait été approuvée le 17 mars 2020, mais vu les circonstances qui nous sont arrivées en mars, on a décidé de la mettre en pause pardon, et puis de la faire entrer en vigueur qu'à partir du 1er juillet. Donc, en gros, cette directive peut se diviser en 3 étapes pour pouvoir être en accord avec elle. Donc, c'est l'étape de saisie de chaque publication, le dépôt d'un PDF et ensuite le partage en open access à la fin. Mais il faut bien comprendre que ce sont des étapes distinctes, que le dépôt d'un PDF dans Serval ne veut pas dire automatiquement qu'on est en train de le partager en open access. Pour pouvoir accomplir ces obligations, on s'appuie énormément sur Serval, notre serveur académique, et je vais vous parler de qui doit, disons, suivre cette directive, à quoi elle s'applique, quand est-ce qu'elle s'applique et comment on peut faire pour être en accord avec la directive. Il faut quand même bien souligner que cette directive n'est pas un moyen de restreindre vos choix de publication en termes de format, forum, timing ou éditeur. Il y a toujours un moyen de concilier la publication en libre accès avec le meilleur forum ou la revue que vous choisissez pour votre travail. Donc, c'est à vous de choisir la revue et ensuite, on va essayer de chercher quelle est la bonne voie pour être en accord avec notre directive et les mandats de vos éventuels bailleurs de fonds. Donc, cette directive s'applique à toute personne au sein de la communauté UNIL qui est auteur d'une publication scientifique. Ça peut être un doctorant, un postdoc, un professeur, peu importe. Quant à quoi est-ce qui est soumis à cette directive, il y a 2 types de publications scientifiques qui sont soumises de façon obligatoire à cette directive. Et ce sont les articles et les extraits de livres. C'est-à-dire, c'est des extraits d'ouvrages. C'est ce qu'on a le droit de vous demander d'un point de vue légal. Donc, on ne peut pas vous obliger à déposer d'autres documents que ces 2-là, juste en raison de la loi de droit d'auteur. Mais les autres types de publications, comme les livres, les thèses de doctorat, les monographies, les présentations de conférences, les rapports et working papers, les thèses de master et les articles de presse peuvent être déposés et vous pouvez suivre cette directive même avec ces documents, mais ce n'est pas obligatoire. Concernant le comment et le quand, donc je vais juste diviser un petit peu le processus en 3 étapes et puis parler de chaque étape un peu plus en détail. Donc, la première étape, c'est la création d'une notice. Quand vous publiez une publication, vous allez créer une notice dans Serval qui contient les données bibliographiques de cette publication. Ensuite, vous pouvez déposer le PDF. La version, je vais dire ça après, la version et l'embargo possible sur cette version dépendent de l'ayant droit, de celui-là qui a les droits d'auteur de cette publication, que dans la plupart des cas, si ce n'est pas un article open access, c'est la maison d'édition. Et enfin, il y a la partie de partage. Il faut bien, de nouveau, je répète, distinguer l'étape de dépôt de l'étape de partage. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut les séparer. On peut laisser un document fermé ou restreint dans Serval. Bien que les 2 premières étapes, celles de ci, sont obligatoires pour les articles et les chapitres, la dernière, le partage, est optionnel. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail pour la création de la notice, comme je viens de dire, elle est obligatoire. Puis, elle contient les données bibliographiques de la publication, c'est-à-dire les métadonnées. Il faut bien se rappeler de lier cette notice aux auteurs et aux unités UNIL CHUV. Et il faut le faire au plus tard au moment de la publication. Les auteurs peuvent à tout moment modifier ces métadonnées. Donc, c'est pas, si c'est une publication qui est sous presse, vous pouvez le faire. Vous notez que c'est sous presse et 2 mois après, 3 mois après, 1 année après, vous pouvez aller sur Serval et puis mettre à jour cela, mettre le numéro de page, le volume, etc. Pour le dépôt du PDF, c'est aussi obligatoire.
Par contre, la version du manuscrit et les restrictions d'accès seront déterminées par le détenteur du droit d'auteur, comme je viens de dire, dans la plupart des cas, c'est la maison d'édition, si vous avez cédé vos droits. Et pour cela, il y a plusieurs outils que vous pouvez consulter pour savoir quelle version utiliser. Et puis, on va vous le présenter après. Et sinon, il y a Cécile aussi pour vous aider. Ces PDF qu'ils ont déposés sont accessibles à toute la communauté UNIL, c'est-à-dire que l'état de visibilité le plus restreint possible, c'est celui-là où toute la communauté UNIL, c'est-à-dire une personne qui est authentifiée UNIL, peut accéder. Donc, il n'existe pas le dépôt privé. Il faut faire attention parce que ce PDF ne peut pas en principe être modifié ou éliminé après que la notice a été publiée. Et c'est pour un souci de pérennisation et d'archivage, c'est compliqué à le faire, donc c'est juste dans des cas particuliers. Donc faites vraiment attention de bien déposer la bonne version au moment de la création de la notice. La dernière étape d'Open Access est fortement encouragée par l'UNIL et par contre demandée par les bailleurs de fonds. Donc, si vous êtes financé par un bailleur de fonds qui a un mandat Open Access, vous êtes tenu de le respecter, évidemment. Toutes les modalités d'Open Access sont acceptées, c'est-à-dire les médias, Gold, Platine, Hybride, et le différé ou le vert. Et l'accès, évidemment, est public. Juste pour vous montrer un petit rappel très rapide des différentes voies de l'Open Access. Nous avons la voie conventionnelle, la rouge, que vous connaissez très bien. Vous soumettez votre article, le préprint, qui est après évalué. Et celui-là, cette version est connue comme le manuscrit accepté ou le post-print. Et puis, après la mise en page, c'est la version publiée qui est fermée dans ce cas-là parce que c'est une revue conventionnelle. Si par contre, vous faites le même processus dans une revue qui est Open Access et payez parfois des APC, lors de l'acceptation, vous avez l'Open Access immédiat. Donc, c'est au moment de la publication. Par contre, on peut tout à fait auto-archiver une version de manuscrit dans la voie rouge là. Donc, on l'archive dans Serval, on établit un embargo et puis à la fin de cet embargo, la version sera disponible et donc c'est une forme d'Open Access différée. On a après, la dernière option, c'est l'hybride, la flèche bleue, qui correspond à payer des APC sur des articles qui sont dans une revue fermée pour ouvrir cet article exclusivement. Donc, toutes ces voies-là sont acceptées. Après, je vais parler du côté financier, mais c'est des voies qui sont valables pour cette directive. Ce qui n'est pas de l'Open Access, par contre, c'est le partage de vos post-print, vos PDF sur des sites de partage de liens, sur Academia, ResearchGate, voire votre site personnel. L'auteur est responsable du contenu qui lui appartient et doit veiller à qu'il soit d'actualité. Et pour les publications antérieures, les auteurs peuvent créer des notices et bien que ce ne soit pas obligatoire, le dépôt est aussi possible si vous le voulez, si vous le désirez. En ce qui concerne les bailleurs de fonds, donc si vous avez, comme j'ai dit, un bailleur de fonds qui a un mandat Open Access, vous êtes tenu de respecter ce mandat en priorité. Cependant, quelle que soit votre source de financement, il est obligatoire de se conformer aux 2 premières étapes, comme j'ai bien dit, la saisie et le dépôt. Vous avez une page ressources pour cette directive. Là, c'est marqué dans la slide où la trouver. C'est une page dans le site Open Science UNIL qui est dédiée à la directive. Vous avez une vidéo où je vous explique à peu près ce que je viens de dire et puis d'autres astuces et ressources. Donc, je passe ensuite aux licences avec les maisons d'édition. Il faut savoir que, surtout depuis l'année passée, 2019 et 2020, l'UNIL, avec le consortium, grâce au consortium de bibliothèques nationales, a pu établir des licences d'accord avec des maisons d'édition pour pouvoir publier en Open Access sans coût pour les auteurs. Mais ce n'est pas la seule licence qui existe. Par exemple, nous on soutient aussi évidemment le Green Open Access, que ce soit avec l'utilisation de Serval, donc on le met à disposition pour vous, mais aussi il y a une licence de Reuters que permet le dépôt de la version publiée immédiatement sur Serval au moment de la publication. En ce qui concerne le Gold Open Access, nous avons des subsides totaux des APC avec Cogitatio, Annual Reviews, Scarger, Elsevier et Springer Nature, et un subside partiel des APC avec Biomed Central et MDPI. C'est un rabais de 15% sur les APC.
Il y aura plusieurs nouvelles licences Read and Publish en 2021, donc il faut vraiment contrôler aussi le site Open Science de l'UNIL. Il y a la flèche, c'est juste au-dessous de la directive, où je maintiens à jour toutes les informations sur les licences Read and Publish. Je vais juste parler de deux qui sont nouvelles, donc les deux premières Read and Publish, avec Elsevier et Springer. Donc avec Elsevier, ça s'applique à tous les auteurs de correspondance UNIL-CHUV pour les articles qui ont été soumis après le 1er janvier 2020. Il y a une liste de revues Gold et hybrides qui sont comprises dans cette licence, donc ce n'est pas dans toutes les revues. Donc il faut bien aller regarder cette liste avant de publier pour savoir. Et on a un quota, il faut savoir aussi, il y a un quota d'articles. On aura 3000 en 2021 pour toute la Suisse. Ça fonctionne avec une logique de premier arrivé, premier servi. Donc, c'est possible qu'on arrive à saturer ce quota et puis qu'il n'y aura plus d'APC à disposition. Cette année, on était très loin de ce quota. Il faut voir ce qui se passe l'année prochaine. Par contre, pour Springer, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est les articles acceptés après le 1er juillet, acceptés et non pas soumis. Il y a aussi une liste de revues, mais il n'y a que des revues hybrides dans cet accord Springer. On a eu un quota de 690 articles de juillet à décembre pour toute la Suisse et 2390 en 2021 pour toute la Suisse. Et il faut dire qu'on va très probablement arriver au maximum d'ici la fin de l'année, donc probablement la première ou deuxième semaine de décembre. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus publier en hybride gratuitement jusqu'à la fin de l'année, à partir du moment où l'on arrive à la limite. Donc, on n'est pas encore là, mais on ne sait pas exactement quand ça va se passer. On estime que ça va arriver entre la première et la deuxième semaine de décembre. Et comme j'ai dit, pour 2021, il y aura 3 nouvelles licences. Probablement avec Taylor & Francis, Sage et Cambridge University Press, ce n'est pas encore signé, mais c'est très probable que ça arrive. Donc, vous allez certainement voir des actus à ce propos. Je veux juste finir en vous montrant quelques ressources qu'on a à Open Access, qu'on les a préparées à la direction. Donc, on a le cours Moodle, qui est un cours qui est disponible à tout moment et que vous pouvez suivre à votre rythme. Il y a toutes les bases, des informations sur le copyright, sur Serval. Donc, vous pouvez tout à fait le suivre. C'est je pense, 2 heures maximum pour le compléter. Donc, allez-y si vous voulez savoir davantage sur l'Open Access. On a aussi notre petit perroquet Papago, en fait, qui est un petit perroquet qui vous pose des questions et selon vos réponses, vous allez recevoir des fiches explicatives qui sont ciblées à votre cas particulier, y compris vos droits, vos obligations et vos possibilités de financement. Depuis cette semaine, Papago reconnaît aussi les revues qui font partie d'un Read and Publish. Donc, si vous saisissez un nom de revue qui est compris dans le Read and Publish Elsevier ou Springer, vous allez voir dans la partie de financement un paragraphe qui s'affiche qui dit que si vous êtes auteur de correspondance, vous pouvez publier sans frais additionnels. Je vais finir juste avec l'outil du FNS, le FNS OACheck. Prenez votre température Open Access, donc, qui est juste, si vous allez dans cette adresse-là et vous trouvez vous-même dans la liste d'auteurs, vous allez recevoir ce rapport qui est intéressant. Il n'est pas parfait, évidemment, parce qu'il est automatique, donc il se base sur des assumptions et puis des services qui sont automatiques, mais il donne une très bonne idée de quel est le statut, disons, de votre bibliographie en Open Access, et surtout, il vous permet d'agir sur la partie qui est toujours fermée, puisque vous recevez la liste des articles qui sont encore fermés. Et donc, vous pouvez tout simplement déposer dans Serval, par exemple, le post-print selon la revue que vous avez publiée, le post-print ou la version finale dans Serval, et l'ouvrir. Et du coup, cette colonne fermée va diminuer. Donc, voilà, je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à Carmen, qui va vous parler de l'Open Data. Donc, oui, merci Michaela, j'ai le contrôle, c'est bon. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les nouveautés en matière de Open Data ou gestion des données de recherche, notamment la directive 4.5 de l'UNIL, donc la directive traitement et gestion des données de recherche, qui a été adoptée en juin de l'année dernière par la direction, et qui se voulait comme une réponse aux besoins croissants
des chercheuses et chercheurs et aussi des facultés, notamment la vôtre, en termes de stockage de données sur les serveurs de l'UNIL. Donc, la direction a décidé de travailler et d'élaborer cette directive-là pour, en plus de spécifications sur les infrastructures de stockage qui existent, émettre un certain nombre de règles de gestion des données de recherche. Donc, je vous invite, le lien est sur la présentation. Je vous inviterai à aller voir en détail cette directive. Aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur les articles qui concernent la question de la gestion des données de recherche. Et je laisserai nos collègues de la DCSR peut-être répondre aux questions plus spécifiques sur les infrastructures de stockage et de calcul à haute performance. Le premier article de cette directive précise justement de quoi il s'agit. Donc, il s'agit effectivement de réglementer le traitement des données, leur stockage, leur archivage et leur conservation à long terme. Ces différentes opérations sont encadrées par des règles de gestion et les différentes parties prenantes, donc à la fois les chercheuses et chercheurs, mais également les services centraux, l'université, sont précisés, ainsi que leur rôle et responsabilités. Enfin, la directive aborde des aspects plus concrets de tarification pour l'utilisation des ressources de la division de calcul et soutien à la recherche, parce que passer un certain quota de données, ça engendre un certain nombre de coûts en termes de stockage notamment. Cette directive s'applique à toutes les personnes qui utilisent les ressources de la DCSR, indépendamment de leur contrat. Et donc, évidemment qu'il est fortement recommandé de manière générale à toutes les personnes qui n'utilisent pas les ressources de la DCSR de tout de même se conformer ou essayer d'appliquer au mieux les bonnes règles de gestion des données de recherche. L'article 3 précise, donne des éléments importants sur la définition des données de recherche. Donc, cette directive s'applique aux données de recherche et pas aux données qui sont considérées comme hors recherche, c'est-à-dire toutes les données que vous pourriez produire, par exemple des données administratives ou des données liées à vos enseignements, vos cours, vos activités éditoriales. Toutes ces données-là sont des données hors recherche, donc ne sont pas prises en compte dans cette directive-là. Et pour ce qui est des données de recherche, l'université adopte une définition assez large qui consiste à dire que ce sont l'ensemble des données à la fois collectées et à la fois produites par vous. Donc, ce sont soit des données qui sont collectées dans le cadre et qui ont été produites dans le cadre d'autres projets, mais qui sont aussi collectées et fournies par des tiers, soit des nouvelles données, entre guillemets, qui vont être créées durant le projet de recherche. Un élément important également qu'il s'agissait de préciser, c'est la question de la propriété des données de recherche. Donc là, l'université se base sur l'article 70 de la loi sur l'Université de Lausanne pour dire que les données de recherche qui sont collectées ou créées dans le cadre de recherche financée par l'UNIL ou par des fonds publics, par exemple le FNS, ou dans le cadre de projets qui utilisent les infrastructures de l'UNIL, sont propriété de l'UNIL. Évidemment que vous êtes considérés comme les créatrices et créateurs des données de recherche. Donc, si autrui réutilise les données qui ont été produites par vous, vous allez, de la même manière que pour les publications, être considéré comme autrice et auteur et donc être cité. Mais l'idée de pouvoir dire que les données de recherche sont propriété de l'UNIL permet ensuite à l'université de encourager un certain nombre de bonnes pratiques de gestion des données et, comme le bailleur de fonds FNS le fait, l'ouverture des données. On verra un petit peu plus tard. Donc, l'article 10 précise effectivement que, idéalement, les données de recherche devraient être gérées tout au long de leur cycle de vie, donc avant même leur création avec le Data Management Plan, pendant le projet de recherche et à la fin du projet de recherche, où là se pose la question de l'archivage à long terme ou de la destruction des données.
Et ce, évidemment, en conformité avec le cadre législatif ou réglementaire en vigueur ici à l'UNIL et dans le canton et au niveau national également. L'article 12 précise la question du plan de gestion des données ou Data Management Plan. Donc, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, pour toute personne qui fait une demande de calcul, une demande de stockage ou d'infrastructure de stockage ou de calcul à haute performance auprès de la DCSR, la demande doit être accompagnée d'un Data Management Plan. Donc, soit un DMP a déjà été fait, parce que par exemple, vous avez réalisé un DMP via MySNF, parce que votre projet est un projet financé par le FNS et donc vous devez transmettre cette version-là du DMP, soit vous avez fait un DMP dans le cadre d'un autre projet européen. Mais si vous n'avez pas de DMP, vous devrez en faire un. Et là, ma collègue Anouk vous présentera l'outil qu'on est en train de développer, qui sortira l'année prochaine, pour pouvoir vous aider à rédiger en ligne ce DMP. Donc, le DMP est un document qui est évolutif, qui a complété tout au long de votre projet de recherche et qui documentera et décrira un certain nombre d'actions et de stratégies de gestion des données tout au long du projet, des questions de sécurisation, d'éthique, de stockage et enfin de partage des données. Un autre élément important, c'est de la même manière en fait que le DMP est, disons, exigé depuis les bailleurs de fonds depuis un certain temps, notamment le FNS depuis octobre 2017. Les principes généraux d'ouverture des données de recherche, donc Open Research Data, et des principes FAIR, qui sont Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, qui sont soutenus justement par ces bailleurs de fonds, l'UNIL adopte le même point de vue d'ouverture des données et de respect de ces principes techniques qui permettent la réutilisation des données, leur partage, le fait de pouvoir les retrouver. Et c'est pour ça qu'à la fin du projet de recherche, les données de recherche devraient être, comme d'ailleurs le demande le FNS, devraient être déposées, archivées sur un dépôt non commercial, idéalement conforme au principe FAIR. Bien évidemment que là, l'idée, ce n'est pas de partager toutes les données à volo. Il y a un certain nombre de données qui ne doivent pas être partagées ou qui doivent même être détruites à la fin du projet de recherche. Donc, les exceptions de type protection des données personnelles, sécurité nationale, etc., sont bien évidemment valables. Mais l'idée de l'UNIL, c'est tout comme le FNS d'ailleurs, de promouvoir l'ouverture quand c'est possible, donc aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire, des données issues des projets financés par l'université ou le FNS. Oups, alors je ne sais pas si j'ai... Oui, c'est bon. Je vais passer donc du coup sur la présentation du dépôt Swiss Ubase, donc là parce que la question de l'ouverture est souvent compliquée parce que concrètement pour pouvoir ouvrir et archiver des données, c'est un peu le même processus que les publications. À l'UNIL, on a le dépôt Serval pour les publications, mais on n'a pas de dépôt de données de recherche. Donc peut-être certaines et certains d'entre vous avaient déjà déposé vos données dans Zenodo. Là, l'idée, c'est d'avoir un dépôt national. Donc, c'est un projet national financé par Swiss Universities auquel l'UNIL est associé avec l'Université de Zurich, Force, Dash et Switch pour le développement d'un dépôt national des données de recherche. Et normalement, dès janvier de l'année prochaine, ce dépôt-là sera opérationnel. Et il vous permettra de conserver les données de recherche, les partager et donc répondre aux exigences à la fois du FNS mais également de l'UNIL. Ce dépôt-là sera bien évidemment accompagné d'un certain nombre de services pour aider au dépôt des données de recherche dans le dépôt, aider à la description des sets de données, par l'ajout de métadonnées standardisées et disciplinaires. Voilà. Et le dépôt respectera un certain nombre de standards et d'exigences internationaux
comme le standard d'archivage OAIS, la question de label des dépôts, la question des principes FAIR, bien évidemment, et la question des standards des métadonnées disciplinaires. Donc, techniquement, il y aura, voilà, je vous ai mis une capture d'écran du système et processus, mais c'est l'idée d'avoir une plateforme qui vous permette à la fois de pouvoir gérer à l'intérieur de cette plateforme les données qui sont seulement accessibles par vous ou par l'équipe du projet pendant le projet, et puis à un certain moment, à la fin du projet de recherche ou avant, si ça ne pose pas de problème, mais en tout cas, minimum à la fin du projet de recherche, pouvoir déclarer toutes ces données, ou une partie, comme archivables ou archivées, à conserver à long terme, et là, de passer au stade de préservation et de valorisation de ces données-là. Donc, il y aura différents intermédiaires, Switch pour les questions de technique, nous pour les questions d'aide au dépôt, les consultantes et consultants recherche également. Et voilà, c'est l'idée d'avoir un environnement qui permette de pouvoir déposer les données, les conserver et donc respecter les exigences du FMS et de l'UNIL. On travaille actuellement sur un certain nombre de choses, mais notamment la question de pouvoir proposer des modules, différents modules d'auto-formation en ligne, donc que ce soit sur différents sujets, comme à la fois la question du dépôt des données ou l'outil que vous présentera Anouk dans quelques minutes, secondes même. D'autres questions de type comment organiser ces données, comment les décrire, ces sets de données par des utilisations de fichiers README, ce genre de choses. Donc voilà, différents sujets qui sont en cours de création. Et puis, en parallèle, on planifiera aussi pour l'année prochaine un cycle d'ateliers type workshop, à voir si ce sera en présentiel, mais certainement en tout cas en visio au début de l'année, pour pouvoir justement avoir cette interaction en plus qui n'est pas possible dans les modules d'auto-formation, mais toujours sur ces différents types de problématiques qui sont récurrentes tout au long du cycle de vie des données de recherche. Et je vais passer la parole à Anouk qui va vous présenter l'outil DMP Online que nous développons maintenant. J'arrête le contrôle à distance. Voilà, c'est fait et je coupe mon micro. Oui, merci Carmen. Du coup, oui, je vais vous présenter très brièvement le projet DMP Online, donc sur lequel on travaille en ce moment à Uniris. DMP Online, c'est un outil de rédaction de DMP qui sera disponible à l'Université de Lausanne normalement dès janvier 2021. Donc en fait, on n'a pas développé nous-mêmes l'outil, on a acheté une licence et donc on a une instance Université de Lausanne de DMP Online. À l'URL que vous avez là, donc dmp.unil.ch, vous pouvez déjà aller voir à quoi ressemble la plateforme. Ce n'est pas tout à fait la version finale, mais ça vous donne un aperçu de ce que sera parce que le look and feel ne va pas du tout changer. DMP Online est un outil qui nous permet de créer des modèles de DMP et en l'occurrence, en fait, en ce moment, on a travaillé sur un modèle générique de DMP UNIL qu'on a fait tester auprès des consultantes et consultants en recherche des facultés. Et puis, on pense développer dans un second temps des modèles disciplinaires ou facultaires en collaboration avec les facultés et notamment avec Cécile Lebrun que vous connaissez pour votre faculté. Je vais passer très rapidement en fait, vous présenter l'outil. Donc ça, c'est la page d'accueil. C'est un outil où il faudra vous créer un compte pour y accéder. Il faudra indiquer que vous êtes relié à l'Université de Lausanne aussi pour accéder à toutes les fonctionnalités. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur une page qui est en fait un tableau de bord où vous avez tous les plans de gestion de données que vous avez déjà rédigés qui apparaissent. Pour créer un plan, du coup, il suffira de cliquer sur le bouton Create Plans qui est en haut ou en bas sur cette capture d'écran. Il faudra répondre à 3 questions qui vont déterminer en fait quel modèle de DMP est le mieux pour votre situation, parce que DMP Online propose aussi des modèles de bailleurs de fonds et d'autres institutions. Il n'y a pas que le modèle UNIL dedans. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez commencer votre DMP. Tous les DMP commencent avec cette première page qui vous invite à renseigner les détails de base de votre projet. Donc, qui est-ce qui est chercheuse ou chercheur principal, qui est financeur du projet, les données de contact, votre org ID, etc.
Et une fois que c'est fait, vous pouvez remplir les différentes sections du DMP. Là, vous avez un aperçu des sections du DMP UNIL, donc sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Et puis, ces sections peuvent être développées donc, quand on appuie sur le plus et vous pouvez enfin y répondre. Ce qui est bien avec DMP Online, c'est qu'en fait, ils nous permettent de rédiger une aide qu'on a personnalisée en fait, en mettant en avant des ressources de l'Université de Lausanne pour vous aider au mieux en fait, à répondre à ce document administratif. Et puis, il y a aussi un champ commentaire pour chaque question qui vous permet une écriture collaborative du document avec d'autres collègues. Et c'est aussi via les champs commentaires que nous, on peut vous faire un feedback sur votre DMP, je vais vous montrer tout à l'heure. Une autre des fonctionnalités, c'est de partager votre DMP. Donc, vous pouvez le publier en fait, dans le DMP Online, qui affiche en fait, tous les DMP publics de personnes qui ont décidé de les rendre publics, ce qui donne une visibilité à votre travail. Et puis, donc, vous pouvez le partager, je l'ai dit, avec des collaborateurs que vous pouvez inviter, aussi des collaborateurs totalement extérieurs à votre institution. Il faut juste qu'ils aient une adresse email et puis vous pouvez attribuer différents droits. Le feedback, c'est une fonctionnalité qu'on a activée dans notre instance de DMP Online. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez fini de rédiger votre DMP, vous pouvez demander un feedback à Uniris, donc directement via la plateforme. Nous, on reçoit un email, on est notifié, on fait nos commentaires et puis on vous signifie quand on a fini et vous recevez une notification quand la relecture a été terminée. Et ça, c'est de nouveau via les champs commentaires qui étaient sur la précédente capture d'écran. Et finalement, fonctionnalité de DMP Online, c'est donc de télécharger le plan, notamment pour le joindre à votre demande d'espace de stockage de la DCSR, par exemple. À noter qu'il n'y aura pas d'obligation d'utiliser le modèle UNIL pour les DMP qui sont joints à cette demande d'espace de stockage. Si vous avez déjà réalisé un DMP avec un autre modèle, ils seront tout à fait acceptés. Donc voilà, j'ai fini cette très brève présentation de DMP Online qui sera donc disponible au début 2021. Et je laisse la parole à M. Roberto Fabretti de la DCSR qui va vous présenter les services de cette division. Bonjour, enchanté. Je ne vais pas activer ma caméra parce que j'ai un petit problème, mais voici la présentation. Donc, la DCSR, c'est l'acronyme pour Division de calcul et soutien à la recherche. Donc, ça ne sert pas seulement à fournir des solutions de calcul de stockage, mais c'est aussi, surtout, pour soutenir les chercheurs de l'UNIL. Donc, comme je l'ai déjà dit, on veut fournir un support applicatif avec des expertises qui sont assez larges. Alors, aussi bien dans le domaine du calcul à haute performance pour ce qui est parallélisation et optimisation logicielle, mais aussi pour l'analyse de données, pour le machine learning et la création de bases de données ou d'applications web. Et ça, à la fois pour le traitement de données sensibles ou de données non sensibles. Alors, la DCSR, c'est une division assez récente du centre informatique qui a été créée en 2019 pour répondre aux besoins des facultés, alors qu'avant, les facultés étaient plutôt servies par des centres, soit locaux comme la FGSE, soit utilisaient les services de vitalité que vous connaissez sûrement. Donc, en mars 2019, le premier cluster Wally a été établi, suivi par un deuxième en novembre 2019, nommé Axiom. À partir de 2020, la DCSR a fourni des cours pour aider les utilisateurs à utiliser les ressources qui étaient mises à disposition. Et en 2020, on est en train de mettre à disposition des postes de travail virtuels et des serveurs virtuels pour des utilisations particulières. Donc, l'organisation est la suivante. Donc, je suis le directeur. On a 5 personnes qui s'occupent du soutien système. Yuan Roche pour ce qui est les fermes de calcul, moi-même pour ce qui est stockage, et on sous-traite à du personnel du CIB d'autres aspects de l'administration système. Au niveau soutien applicatif, nous avons Emmanuel Jeanvoine et Étienne Orliac qui vous aideront
analyser la performance de vos logiciels, à les paralléliser ou à choisir les bons outils pour faire certaines analyses. Pour le machine learning, le data science, nous avons Philippe Jacquet. Pour le développement de bases de données et d'applications web, Thierry Lombardo. L'organisation est la suivante. C'est piloté par un comité scientifique qui décide des orientations stratégiques et qui fait la promotion de la DCSR en interne et en externe et qui se charge de l'arbitrage pour l'accès aux ressources. Le comité exécutif a pour charge de régler l'implémentation des services de la DCSR et de s'harmoniser avec les autres plateformes UNIL, ainsi d'assurer le lien avec la direction. Donc, en dessous, il y a les gens qui sont vraiment au front. Donc, il y a les administrateurs système dont j'ai déjà parlé et les personnels dédiés au conseil. Voilà, les ressources actuelles sont les suivantes. On a un cluster généraliste qui s'appelle Wally, qui permet de faire tourner des applications parallèles. Il est ancien mais homogène. Il est composé de 96 machines avec 16 cœurs et 64 Go de mémoire et un espace de stockage dédié. Axiom est pas beaucoup plus récent, mais il a l'avantage d'avoir des grosses machines qui comprennent jusqu'à 80 cœurs et jusqu'à 1 Tera 5 de mémoire. Il est très hétérogène, donc on ne peut pas faire tourner de calculs parallèles sur plusieurs nœuds. Et il propose aussi un Scratch dédié. Nous avons aussi un cluster Jura, qui est dédié pour le traitement de données sensibles. Donc, l'accès se fait par ne peut pas se faire directement, mais par l'intermédiaire d'un système de Web to RDP, c'est-à-dire qu'on se connecte avec un navigateur web et puis l'authentification est vérifiée à l'aide d'un SMS. C'est un cluster hétérogène et ce qu'on appelle air-gapped, c'est-à-dire il n'y a pas d'accès depuis l'intérieur ni de l'extérieur de l'UNI. Nous sommes en train de mettre à disposition des postes de travail virtuels pour le traitement de données normales ou sensibles qui peuvent proposer des CPU puissants, du stockage graphique et des cartes graphiques pour le traitement massivement parallèle de données ou pour du machine learning. Depuis un navigateur Internet. Donc ça, c'est assez pratique. Dans le futur, nous allons mettre l'Université de Lausanne a fait l'acquisition d'un nouveau cluster qui sera disponible en début de 2021, qui sera associé à un nouveau stockage aussi, et qui comprendra à la fois des processeurs et des cartes graphiques, à la fois pour pouvoir faire du traitement, ce qu'on appelle GPU, et du machine learning, avec les dernières modalités de machine learning, ainsi qu'un stockage sécurisé très haute performance et qui peut être crypté pour les données sensibles. Donc, 72 nœuds avec des processeurs AMD et beaucoup de mémoire, des cartes NVIDIA A100 et un réseau, deux réseaux, un réseau InfiniBand et un réseau Ethernet à très haute performance, 2 pétabytes de stockage haute performance avec une partie de stockage flash encore plus rapide. Pour accéder au service de la DCSR, il faut aller sur le site web de l'UNIL et à partir de là, on peut faire une demande de ressources à l'aide de cette interface. Je vais faire une petite démonstration de l'utilisation de cette interface pour montrer que c'est vraiment très simple. Donc, quand on fait une nouvelle demande, il suffit de renseigner le nom du Principal Investigator, le nom du projet,
bailleur de fonds principal, la date de début du projet, la date de fin qui est purement indicative, le niveau d'hébergement du projet, de dire s'il s'agit de données normales ou de données sensibles, et le DMP. Si vous n'avez pas de DMP, vous pouvez définir la date de début du DMP. Et ensuite, vous pouvez choisir différents produits. Donc, pour le stockage de données sensibles ou non sensibles, vous pouvez choisir ce produit. Après, il suffit d'indiquer la capacité souhaitée. Le premier terabyte est gratuit. Si vous avez besoin de calcul, c'est particulièrement lent aujourd'hui. Il suffit d'indiquer l'espace de stockage sur les clusters dont vous avez besoin, le temps de calcul approximatif, et ensuite, vous pouvez soumettre. Si vous souhaitez calculer sur des données sensibles, il faut choisir calcul Jura et renseigner les mêmes types d'informations. Voilà, là aussi, il y a estimation du temps de calcul, l'espace de stockage prévu, l'espace de stockage rapide prévu. Et ensuite, vous pouvez soumettre la demande. Comment nous demander du soutien? Il suffit d'envoyer un mail à helpdesk@unil.ch avec des CSR dans le sujet. Comme ça nous est transféré immédiatement. On a un wiki pour apprendre à utiliser nos infrastructures. Le support applicatif consiste à de l'optimisation de code, revoir les algorithmes et profiler le code pour améliorer la performance ou de la parallélisation du code. Donc, la DCSR a mis en place un certain nombre de cours qui sont proposés régulièrement. Donc, introduction à l'utilisation des clusters, comment faire tourner des programmes Python et R sur les clusters, et dernièrement un cours sur le machine learning. Au niveau des services de conseil qu'on peut proposer, c'est on peut aider au niveau de l'analyse de données sur les ressources UNIL. On peut aider à évaluer les méthodes d'apprentissage automatique pour l'analyse de données. Et on peut donner des conseils pour la visualisation de données ou pour le traitement de données, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu tout. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est bien qu'on voit les questions après ma présentation, peut-être. D'accord. Merci. Merci. Cécile, tu peux y aller. Je reprends. Vous voyez tous ma présentation, Michaela? Parfait. Très bien. Donc, je reprends la main un peu pour faire une sorte d'état de ce que nous, au niveau de la FBM, nous allons vous proposer un peu comme service personnalisé par rapport à tout ce qui est problématique Open Science. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Lebrand, puis je travaille à la Bibliothèque Université de Médecine, et en effet, je suis votre consultante de recherche pour la FBM. Je vais d'abord commencer. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Je ne sais pas.
Je suis figée? Oui, ah, voilà. Donc, je vais d'abord commencer en reprenant la partie plus à proprement parler sur l'open access qui a été présentée par Michaela, et notamment les services qu'on a mis en place à l'université, à la bibliothèque de médecine. En fait, principalement, ce qu'on fait, c'est de relayer en temps réel toutes les informations de l'UNIL en collaboration avec Michaela sur tout ce qui est open access, open science, mais aussi toutes les actualités au niveau du FNS, des agences de financement. Et vous pouvez trouver tout ça sur la première page de notre site web à la bibliothèque. Il y a aussi une autre partie qui est principalement dédiée, plus détaillée sur toutes les problématiques open access, gestion de données, mais aussi bibliométrie responsable, et puis ORCID. Jusqu'à présent, on a plutôt développé ici une politique de terrain, c'est-à-dire pour être plus efficace, on allait sur place, on vous présentait des séminaires groupés ou bien même des aides personnalisées à chacun des PI. Bon, vous comprendrez qu'actuellement, avec la pandémie Covid, je ne tiens pas à propager le virus sur tout le site UNIL. Donc, on réalise par contre tous ces services à distance, puis vous pouvez me contacter en télétravail. Je peux vous aider à distance en tous les cas. Depuis plusieurs années maintenant, on a déjà développé toute une offre de formation continue sur ces problématiques, notamment Serval, qui va nous intéresser aujourd'hui, l'open access, ORCID, comment générer un data management plan et réaliser du fair data. À nouveau, je tiens à préciser que on a une grande expérience, ça fait à peu près 150 séminaires qu'on a prodigués dans la faculté de biologie et de médecine. Et actuellement, ces cours sont plutôt remplacés par des cours personnalisés, à nouveau à distance. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, principalement, c'est reprendre les points qui ont été détaillés par Michaela sur la directive Serval et Open Access, puis voir au niveau de la FBM les services, la manière dont on a réadapté en tous les cas nos services pour vous aider à résoudre ces problèmes, parfois juste d'ordre administratif et d'autres fois des problématiques de droit d'auteur qui ne sont pas toujours simples lorsqu'on est loin du domaine à résoudre. Donc, juste pour rappel, les validations institutionnelles ont été supprimées avec cette directive. Par contre, vous allez le voir, en principe, vous êtes chargé en tant que chercheur ou bien si vous avez un agent de saisie de réaliser les pré-saisies de vos références pour les articles et en tous les cas, chapitres de livres et livres. Le chercheur, c'est lui qui doit valider en mode public la référence. En gros, c'est lui qui doit s'assurer de toutes les informations. Et comme Michaela vous l'a dit précisément auparavant, vous devez obligatoirement déposer un document qui doit être associé à votre référence en accès ouvert ou bien fermé. Personnellement, je pense que si on fait tout ce travail, c'est bien d'avoir un document en accès ouvert qui vous permet de gagner une certaine visibilité au niveau de l'échelon national et international. Donc, d'abord, j'encouragerai quand même les chercheurs à utiliser notre tutoriel FBM qui va vous aider à utiliser l'application Serval. Vous voyez tous les points ici que je n'ai pas le temps de détailler qui sont traités dans ce tutoriel. Et évidemment, nous allons quand même vous aider à utiliser Serval. Donc, il y a des aides à distance à nouveau. Surtout au moment de vos évaluations, vous pouvez être un peu stressé sur la manière de référencer vos articles et votre travail. Par rapport à la création de notices, donc elle est obligatoire. Il faut savoir qu'au niveau de la FBM, nous avons reçu les bibliothèques du CHUV un mandat du décanat pour assurer ce qu'on appelle une pré-saisie minimale des références de vos articles. En réalisant une veille PubMed et WOS, on va saisir vos références, mais par rapport à ce que l'on faisait auparavant, on va juste faire un lien sur l'auteur principal et c'est à vous en fait, les chercheurs de vérifier les informations et principalement aussi faire les liens sur les différents autres chercheurs qui sont impliqués que le corresponding auteur et vos unités. C'est important, je pense qu'on note qu'il y avait les autres années précédentes, les bibliothèques exerçaient à peu près, réalisaient 2000 saisies par an et les validations associées.
Ce qu'on a décidé de faire aussi par rapport au fait que vous avez une obligation de déposer le document, c'est en tous les cas de ramener de manière automatisée tous les PDF, et là je précise uniquement les PDF qui sont en open access, avec une licence de type CC BY sur PMC, et on va en gros intensifier ce dépôt. Mais par contre, c'est clair que vous aurez à compléter tous les dépôts de vos autres articles sur Serval. Bon, jusqu'à présent, en fait, c'est à peu près 4700 PDF qui ont déjà été déposés par notre service dans le passé de cette manière-là. Le partage de données, le partage d'articles, ça peut être compliqué. Il y a cette problématique de droit d'auteur qui change à chaque fois selon le journal que vous avez choisi. Et là, précisément, moi, je me propose de continuer à vous aider, à savoir dans la mise open access de vos articles sur Serval, comment vous pouvez réaliser ceci, et principalement aussi le dépôt de vos manuscrits auteurs sur Serval. Alors, c'est clair que ce document est en votre possession. Après, on peut voir comment on travaille ensemble. Est-ce que c'est moi qui réalise le dépôt ou est-ce que je vous apprends à le faire? Et ce que je trouve intéressant pour vous quand même, de savoir comment réaliser ce type d'aventure. Jusqu'à présent, on a déposé au moins 700 manuscrits auteurs et je pense que c'est important aussi que vous sachiez qu'il y a une très bonne visibilité pour vos documents une fois qu'ils sont déposés sur Serval, à savoir que notamment, nous faisons partie, Serval, des 41 dépôts qui ont la possibilité de lier directement nos documents à PubMed, ceci grâce au projet OpenLink que nous avons réalisé avec vous et aussi grâce au gros travail qu'a fait Michaela au niveau de Google et Google Scholar en termes de référencement. On peut vous assurer une bonne visibilité de vos documents. Donc, pour résumer, quelle est votre responsabilité à vous en tant qu'auteur? Déjà, je rappelle qu'il est absolument primordial que vous affiliez correctement votre nom au moment où vous publiez sur l'article et que vous suiviez la directive UNIL 4.3. Ceci va nous aider à vous retrouver votre référence et puis, comme vous allez le voir après, aussi avoir droit à des frais de défraiement par rapport aux APC pour mettre vos articles en open access. Vous devez absolument vérifier et compléter les informations qui sont pré-saisies par la bibliothèque ou bien vos agents de saisie, à savoir principalement le type de document que vous avez déposé. Est-ce que c'est un article, une revue, quel type d'article? Faire les liens sur vos unités et services. Et ensuite, c'est à vous, donc chercheurs, maintenant qu'appartient la responsabilité de publier en mode public sur Serval vos références. C'est à ce moment-là que vos références sont visibles à l'extérieur. Et c'est aussi une condition sine qua non pour qu'elle soit prise en compte lors de votre évaluation. Et puis, vous devez déposer ce document. Et nous, c'est clair que au niveau de l'AFBM, travaillant pour la problématique Open Access, on va vous encourager au maximum, quand c'est possible, de mettre ce document en accès ouvert. Et évidemment, quand c'est impossible, de ne pas faire d'infringence aux règles qui sont mises en place par les maisons d'édition et dans ce cas-là, de laisser votre document en accès fermé. Par rapport aux licences Read and Publish que Michaela a présentées précédemment, nous relayons donc toutes les informations qui sont parfois complexes, mais surtout, je pense que c'est important pour vous de savoir que par rapport à toutes ces différents types de journaux, les diverses propositions, on peut vous informer, vous conseiller sur les critères d'éligibilité pour être sûr que vous avez le droit à cette prise en charge de vos frais d'article processing charge. Et puis, on va pouvoir vous conseiller sur les journaux pour lesquels vous pouvez bénéficier de ces subventions. On intervient également en général avec les maisons d'édition, à savoir qu'une fois que vous avez soumis et que votre article a bien été identifié comme appartenant à une université qui a le droit à ces financements pour les frais d'open access. Donc là, c'est important à nouveau de bien affilier votre nom et d'être corresponding auteur. À ce moment-là, moi et Michaela, on s'est réparti le travail sur l'université. Pour la FBM, en tous les cas, je vérifie les informations. Et une fois que j'ai donné mon accord, votre article est mis en open access par le journal. Attention cependant, nous allons être probablement
devoir respecter certains quotas, et puis on essaiera de vous prévenir suffisamment à l'avance pour que vous puissiez rentrer dans ce défraiement de charges. Moi, quand même, une grande suggestion, et j'ai vu qu'un certain nombre d'auteurs ne le font pas, c'est quand même de publier vos articles en utilisant la licence CC BY qui va permettre aux autres et à la communauté scientifique de pouvoir utiliser vos données. Sinon, finalement, ça revient un peu à payer pour rien ce type de frais. Un bref rappel pour vous encourager à utiliser ORCID. C'est vraiment un très bon outil de visibilité, puis ça vous permet rapidement de relier votre travail sur diverses plateformes telles que les journaux, Serval, mais aussi la plateforme MySNF du FNS. Et là encore, nous pouvons vous aider en 1 heure et demie à charger un très beau CV sur votre ORCID et gagner en visibilité. Je verrai si je mets ce service en place, mais l'année dernière, le FNS vous a demandé un CV qui s'appelle SCI-CV, un nouveau type de format. Et là, je pense qu'on peut vous aider pour tout ce qui est nouveau index pour une bibliométrie responsable. Et en tous les cas aussi pour vos reportings de publication en open access sur la plateforme MySNF. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter. Donc, je vais maintenant vous parler plutôt de toute la partie gestion de données. Donc, ça, c'est plutôt la partie qui est gérée par Uniris et la manière dont on coordonne nos services par rapport à cette problématique. Et bien sûr, je viendrai sur la problématique ou, en tous les cas, ce qui va vous être demandé par rapport à la directive GDR, sachant qu'on assure quand même que les services soient à votre disposition avant de vous demander de réaliser ce type d'exercice. Donc, tout d'abord, nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on a donné des workshops et on a développé, donc on met à votre service notre compétence, mais aussi on a développé une boîte à outils que vous pouvez trouver sur notre site web pour vous aider dans tout ce qui est format de fichier, standard de métadonnées, les problématiques droits d'auteur, de propriété intellectuelle et aussi pour tout ce qui est données personnelles. Vous avez vu que les documents qu'on appelle les Data Management Plans vont être importants pour vous, non seulement au moment où vous allez demander une subvention au niveau du FNS, vous devez remplir ce document pour que votre soumission de grant soit prise en compte, et puis actuellement pour le stockage de données sur le serveur du NAS de la DCSR. Donc, en fait, avant, donc ça fait un moment, nous, que nous travaillons en collaboration avec le CIB et que nous avons généré, donc déjà de notre côté, nous avons généré 2 templates, un DMP, donc un template DMP pour l'UNIL, plutôt donc l'AFBM UNIL, et puis un autre pour le CHUV, puisque vous n'avez pas forcément les mêmes lieux de stockage, les mêmes services qui vous aident. Et ces DMP, en fait, ont été intégrés aussi dans cet outil qui est un outil interactif qui va vous permettre rapidement de générer un document Word que vous allez devoir compléter, qu'ensuite vous pouvez déposer sur la plateforme MySNF et puis, comme indiqué par Uniris, vous pourrez réutiliser ce document. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser aussi l'effort que vous avez fait pour demander de l'espace pour vos stockages de données. Alors actuellement, cet outil il est plutôt dédié Life Science, mais donc, le CIB a obtenu un financement pour pouvoir le développer aussi dans le domaine clinique et puis pouvoir... Et pour faire ce travail, moi, je suis impliquée. J'aimerais bien, en effet, voir tous les types de données, tous les types de métadonnées que nous pourrions mettre à disposition des cliniciens, puis peut-être aussi de d'autres disciplines en biologie comme en écologie, et en gros, enrichir cet outil pour qu'il soit plus approprié à toutes les disciplines. Et donc, j'attire aussi votre attention que si vous voulez l'utiliser et bénéficier de notre template, il faut utiliser Switch, soit le Switch UNIL, soit CHUV, selon votre affiliation. Comme indiqué par Anouk, je travaille en concertation avec elle et puis Carmen pour aussi développer 2 templates à nouveau, un pour le CHUV, un pour la FBM UNIL, en utilisant l'outil DMP Online. Donc, je suis allée à travers cet outil et je pense qu'en fait, il est probablement beaucoup moins interactif que l'outil DMP Canvas Generator.
Mais par contre, il a l'intérêt de pouvoir vous aider plus facilement, vous guider plus facilement dans la colonne guidance. Donc, à nouveau, je vais générer 2 templates et puis vous guider à travers cette colonne. Il y aura des champs pré-remplis pour tout ce qui est stockage, que vous n'avez pas besoin de remplir à chaque fois, et puis des colonnes où je vous aiderai avec la partie guidance. Je pense faire ça très rapidement, en fait. Probablement qu'il y aura ce template, s'il n'y a pas trop de difficultés techniques, juste derrière celui de l'UNIL. Concernant l'hébergement de vos données sur le NAS DSR pour du stockage à long terme, je pense que c'est intéressant pour vous de rapidement, une fois que votre projet est terminé, de stocker sur du long terme, parce que là, vous n'auriez pas à payer en tous les cas le stockage, mais il y a une condition tout de même pour que ce puisse être réalisé. On doit pouvoir comprendre quelles sont les données, la manière dont vos données sont organisées. Il y aura un document qu'on appelle un README file à compléter. Et là, notre service est impliqué, à savoir qu'on va pouvoir vous donner une aide personnalisée, vous aider à remplir ce document, réorganiser vos données par projet, en essayant évidemment, pour tout ce qui est en rétroactif, de faire le minimum de travail possible. Et ensuite, une fois que ce README file est rédigé, je donnerai une sorte de préavis positif à Uniris qui lira votre DMP et donnera son avis définitif pour que puisse se faire cette migration de données sur du stockage à long terme. Ça fait également un certain nombre d'années que nous donnons des trainings et une aide personnalisée pour tout ce qui est la mise en open access de vos sets de données, sachant que c'est parfois compliqué avec des données sensibles, des données patients. Donc, je ne parle plus d'open data face aux cliniciens, mais plutôt de fair data. Et puis, c'est de voir comment, en s'assurant qu'il n'y a pas de problème d'infringence par rapport aux données sensibles, on peut partager certains de vos données. Évidemment, ici, nous ne parlons que des données qui sont associées à vos articles. Donc, la manière dont on peut vous aider, c'est principalement de vous aider à trouver quel est le meilleur dépôt, selon le type de données, si c'est des données génomiques, transcriptomiques, de la cristallographie. On a des bases de données, on peut voir avec vous comment faire. Et puis, pour tout ce qui est données qu'on appelle non structurées, c'est-à-dire les tableaux, les images, on a certaines plateformes de référence qu'on vous encourage à utiliser parce qu'elles répondent notamment au principe FAIR, dont Carmen vous a parlé, et elles sont non-profit. On insiste sur le fait qu'on ne veut pas, on aimerait, on souhaiterait pas en tous les cas vous déposiez vos données sur les plateformes des maisons d'édition, car le risque, c'est qu'à terme, vos données ne soient plus accessibles ou bien que vous ayez à payer des sommes incroyables pour pouvoir pérenniser votre travail. La plateforme, en l'occurrence, qu'on a choisie, qui est aussi une plateforme de référence pour Horizon 2020 et le FNS, c'est Zenodo. Je suis allée faire un tour récemment, j'ai vu qu'il y avait déjà à peu près plus d'une centaine de sets de données qui ont été déposés sur cette plateforme par des gens qu'on a guidés dans ce dépôt. Et on a créé une communauté. J'ai vu qu'il y avait 42 sets de données qui ont été déposés. Là, c'est un peu plus facile pour vous guider puis pour que vous ayez une visibilité au niveau de la faculté de biologie et de médecine. Et si vous allez sur notre site web, vous verrez qu'il y a des tutoriels qui vous expliquent pas à pas comment déposer votre set de données ou bien votre logiciel sur Zenodo. Et puis, donc, on va commencer par rapport à cette problématique Covid et de semi-confinement à faire clairement des cours en streaming sur la gestion de données de recherche. Il y en a un qui est déjà prévu début janvier avec le CIB. Ce serait 3 demi-journées, un cours assez complet sur tout ce qui est DMP, mais également donc Zenodo. En fait, on prendrait toutes ces thématiques. Il y aurait un aspect pratique et ce cours sera ouvert à tous les niveaux de recherche, c'est-à-dire doctorant, postdoc, mais aussi PI, dès qu'il sera finalisé, probablement d'ici la fin de semaine, on vous informera sur les dates précises. Voilà, vous pouvez me joindre en tous les cas, j'espère qu'on arrive à répondre au maximum à vos questions. Je sais que ça présente un gros travail pour tous ces chercheurs de répondre à cette nouvelle manière de travailler et évidemment, on est là pour vous guider et puis si vous voyez des choses qu'on peut faire pour vous en plus, surtout, n'hésitez pas. Je redonne la main à Michaela pour qu'elle gère toute la partie questions. Ah, ça s'est arrêté. OK. Voilà.
Merci Cécile. Nous pouvons passer effectivement maintenant à la partie questions-réponses. Je ne vois rien dans le chat, mais si quelqu'un voudrait prendre la parole et poser des questions, soit à nous, soit à Cécile, aussi pour à Roberto pour la DCSR. Bonjour, j'aimerais poser une question. Oui, Voilà. allez-y. Anne-Catherine Kleiner, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question concernant les clauses les consentements, tout ce qui est confidentialité et consentement en relation avec l'open access, c'est-à-dire comment, non, pardon, en relation avec l'archivage plutôt. Ça, c'est quelque chose qui doit être prévu dans la partie consentement déjà, ou à partir du moment où les gens ont consenti à partager quelque chose pour la recherche, c'est égal que ce soit après archivé pour utilisation plus large ou pas. Bonjour, peut-être je peux répondre et puis Cécile, si jamais tu peux compléter. Mais effectivement, idéalement, normalement, dans le formulaire de consentement, du moins pour que ce soit vraiment un consentement éclairé, il faudrait décrire effectivement la manière dont vous allez collecter les données, comment vous allez les traiter, comment vous allez les partager et archiver. Donc oui, c'est archiver ou pérenniser via un dépôt, comme soit effectivement Zenodo, soit le Swiss UBase qui sera là l'année prochaine, ou un autre dépôt. Mais normalement, ça fait partie du consentement éclairé, en tout cas de préciser ce genre d'éléments de partage ou de restriction au partage. Voilà. D'accord. Donc, jamais Cécile veut compléter, mais effectivement, il s'agit déjà d'emblée préciser ces questions-là et les questions de traitement également. Typiquement, si vous allez anonymiser certaines données pour ensuite pouvoir partager les données anonymisées, il faudrait que ces questions d'anonymisation ou d'identification soient déjà dans le formulaire de consentement. Oui, mais ce n'est pas suffisant, disons, parce qu'effectivement, on précise bien que tout est anonymisé et confidentiel pour le traitement. Oui. Mais si on n'a pas précisé qu'ensuite ce serait archivé de façon à ce que d'autres personnes puissent y avoir accès, d'autres chercheurs, on ne peut pas le faire. Voilà, disons, c'est un consentement moins éclairé que ce qui devrait être le cas, effectivement. Donc, c'est plutôt pour les... Si on n'a pas prévu ça, c'est pour les recherches à venir, disons. Voilà, exact. Oui, d'accord. Vous allez Merci pas faire beaucoup. du rétro, je vous en prie. Moi, je vais peut-être compléter. En effet, alors, pour du partage de données en accès ouvert, c'est évident que les données doivent être totalement anonymisées. Il n'y a pas de possibilité de pseudo-anonymisation. Ça, par contre, ça peut rester sur votre ordinateur, mais vous devez casser les liens au moment où vous partagez. Vous ne pouvez pas déposer sur des plateformes comme Zenodo ou Dryad ou ce type de plateforme des données qui ne sont pas anonymisées. Ils n'ont pas la sécurité. Vous avez ça sur la plateforme CHUV, mais au niveau de ces plateformes, c'est clair que ça doit être des données anonymisées, même si l'accès est en accès fermé. Et puis, par contre, nous, on a été contactés, les consultants recherche, mais aussi tous les services administratifs par le service juridique de l'UNIL, pour tout ce qui est traitement, justement, des données personnelles. Et il y aura probablement des démarches à faire avec le comité d'éthique et un autre document à rédiger et auprès des services juridiques pour s'assurer qu'en tous les cas, vous êtes bien protégés. Et clairement, le patient, oui, doit avoir une information extrêmement éclairée et précise comment on va gérer ces données. Alors, je ne sais pas si ça complète bien. Moi, donc on a eu cette réunion avec le service juridique il y a 15 jours en arrière. Je vais prendre mieux connaissance exactement de ce qu'on doit faire comme ce qu'on doit rendre comme service. On va se coordonner au niveau de la FBM et puis on reviendra vers vous probablement avec une nouvelle information de comment réaliser cette protection de données personnelles et forcément au niveau des patients, mais pas que, à savoir par exemple au niveau de vos doctorants, de postdocs, toutes ces informations personnelles qu'on doit archiver ou pas et dans quelles conditions on doit le faire. Voilà. Merci. D'autres questions? Ah, il y a une question dans le chat. Bonjour, je n'ai pas très bien compris la différence entre DMP Vital, présentation de Cécile, et DMP Online.
présentation de Anouk. Ok, donc c'est à moi de répondre du coup. En fait, c'est des outils assez différents. Je vous invite à visiter une fois que j'aurai probablement rempli le DMP online avec les templates soit FBM UNIL, soit FBM CHUV. Pour le moment, le DMP, l'outil qu'on utilise avec le CIP, c'est vraiment un outil interactif où vous cliquez. En fait, si vous n'avez pas de workshop à côté, je pense que vous cliquez un peu au hasard et je trouve ça toujours un peu dangereux, surtout quand vous, quelque part, vous êtes en train de dire que vous allez partager vos données avec une licence précise. Donc, là, c'est vraiment un outil. Vous cliquez, par exemple, je fais de la microscopie, ça vous propose de remplir des champs particuliers, ça vous aide à minima, et puis ça va vous dire quel type de métadonnées, les plateformes qui vous permettent de faire ça. Donc, je pense que c'est un très, très bel outil, mais il demande, comme j'ai indiqué précédemment, à être plus développé dans certaines disciplines en biologie et également en clinique. Ça, c'est un travail que je veux faire. Donc, si les cliniciens sont déjà intéressés à me dire, moi, c'est ces types de données-là, d'IRM, tous les types de données que vous générez, que j'aimerais pouvoir voir dans cet outil. Comme ça, moi, je m'organise pour que ce soit fait assez vite fait avec le CIB, donc avec notamment Grégoire Rossier qui est en charge de continuer à développer cet outil. Donc là, c'est vraiment un outil interactif, mais je pense que vous n'êtes vraiment pas guidé sur comment remplir les différents champs et à quoi ça vous implique. Le DMP online, de ce que j'ai vu là, pour l'avoir testé les semaines précédentes avec Anouk et Carmen, il va être beaucoup moins interactif. C'est-à-dire qu'il y aura des champs qui seront pré-remplis par mois, des champs qui seront les mêmes pour tous les chercheurs. Et puis les champs qui ne sont pas pré-remplis, il n'y aura pas des possibilités de cliquer en disant « Ah tiens, j'ai tel ou tel type de données », puis des réponses suggérées. Par contre, il y aura des champs commentaires à côté qui vous expliquera « Voilà ce que vous devez faire, voilà à quoi vous devez réfléchir ». Donc, à mon avis, c'est deux outils très complémentaires. Ensuite, je ne sais pas, moi je pense que c'est à chaque auteur de voir ce qu'il préfère. Je pense que de suivre nos workshops, c'est quelque chose évidemment que je préconise. Ils sont adaptés pour les PI, c'est plus rapide que les doctorants, ça peut se faire sur une journée entière. Donc c'est un peu à vous de choisir, peut-être d'aller voir rapidement ces deux types d'outils et puis voyez lequel est le plus utile pour vous. Je pense qu'ils sont complémentaires en tous les cas. Voilà. Oui, si jamais je rejoins tout à fait Cécile dans ce qu'elle dit. C'est vrai que nous, on a une marge de manœuvre qui est moins grande dans la personnalisation du DMP online, donc pour l'interactivité, c'est tout à fait vrai. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, on a travaillé sur un DMP générique, donc qui correspond peut-être pas forcément à vos besoins. Donc ce sera à voir effectivement avec après ce qu'on développe avec Cécile. Ce que vous préférez, il n'y aura pas d'obligation d'utiliser DMP online. Si vous préférez continuer d'utiliser DMP Canva, ce sera tout à fait possible. C'est simplement un outil supplémentaire qui est mis à la disposition de la communauté de l'Université de Lausanne pour faciliter cette rédaction des DMP. C'est tout. Oui, et puis peut-être pour ajouter des éléments de contexte, en fait, c'est que nous, on a développé un outil qui soit utilisable par l'ensemble des chercheuses et chercheurs de l'UNIL, donc toutes les facultés. Évidemment que vous, à la FBM, vous aviez l'avantage, en tout cas, d'avoir déjà Cécile qui avait travaillé avec le CIB pour le Canva, l'outil DMP Canva Generator. Néanmoins, il y a peut-être un certain nombre d'instituts ou disons de sous-disciplines, typiquement peut-être plus humanité, qui, de par la nature de leur projet et de leur discipline scientifique, ne peuvent pas tellement utiliser Canva. Donc l'idée, c'était en tout cas d'avoir un outil pour tout l'UNIL, y compris la FBM, sachant que voilà, la FBM est la seule faculté à avoir déjà développé quelque chose qui était utilisé en interne. Voilà. Merci. Il y a encore deux questions sur le chat. Il y a la première qui demande si les présentations nous seront-elles transmises par mail. Donc, en ce qui concerne la nôtre, on va la mettre dans le site de l'événement. Donc, on a créé un site web, une page web dans le site Open Science pour l'événement où l'on met
et l'enregistrement et les slides. Donc, Cécile et Roberto, si vous voulez m'envoyer vos slides, je peux les mettre aussi dans le site. Comme ça, après, Cécile, tu peux faire suivre ces liens et il y aura l'enregistrement, la vidéo et les slides. D'accord, très bien, oui, évidemment. Et puis, de notre côté, ben, on mettra aussi sur le site web de la bibliothèque. Et puis, je pense que ça peut être bien de renvoyer aussi cette présentation par email. Je ne veux pas non plus, je dirais, forcer les boîtes email de mes chercheurs, mais je pense que là, ça peut être bien qu'ils aient les présentations aussi bien en français, puis voire en anglais demain, par un email de retour. Sachant que la problématique qu'il y a quand même actuellement au CHUV, c'est qu'il y a un certain nombre de cliniciens n'ont pas le droit, s'ils sont vraiment impliqués dans les soins Covid. Évidemment, c'est une urgence, donc on les a relevés de leur fonction de recherche. Donc l'idée, ce sera de faire quand même un peu plus tard, une fois que cette deuxième vague est passée, et puis entre la deuxième et la troisième, je dirais, de refaire peut-être cette présentation pour les cliniciens. Et en tous les cas, entre-temps, ils auront déjà les présentations enregistrées par email ou s'ils visitent nos sites web sur les différents sites. Voilà. Parfait. Donc, en bref, oui, vous aurez la présentation d'une façon ou de l'autre. Il y a une autre question qui demande par rapport à Serval. Il voudrait avoir, ou elle, confirmation entre brouillon, secrétaire, mais validation et accessibilité uniquement la chercheuse. Donc, tout à fait, il y a différents rôles dans Serval. Il y a des agents de saisie, donc, notamment la FBM, je pense qu'il y a des secrétaires qui peuvent faire la saisie pour vous, ou bien la bibliothèque aussi fait une pré-saisie. Mais c'est vraiment la responsabilité des chercheurs de faire la dernière étape, qui est celle de publier la notice. C'est pour ça qu'on a créé cette annonce qui arrive une fois par semaine, je crois que c'est une fois par semaine, où vous êtes informé s'il y a une notice qui a été créée et qui a été liée à vous. Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, vous pouvez aller dans Serval, regarder ces notices qui sont à l'état brouillon, la contrôler, la compléter si nécessaire avec les liens ou un PDF et la publier. Donc, c'est à partir de ce moment-là où vous l'avez publiée qu'elle sera disponible, ouverte à tout le monde sur la page Serval publique. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux dire quelque chose. Ben, je veux dire qu'avant, il y avait une situation de contrôle par la validation. C'était des chercheurs qui réalisaient ce travail, à savoir quel est le type de document. Puis c'est important pour la FBM parce que ça sert pour votre évaluation. Alors, je crois que Nathalie Magnena assiste à la réunion, donc je pense que maintenant ce contrôle, en tous les cas, sur le type, est-ce que c'est un article original qui compte 100%, enfin, pour ce type d'aspect bibliométrique, c'est sûr que là, il n'y a qu'un chercheur qui peut remplir ce type d'information. Je pense que maintenant, c'est contrôlé au niveau de l'unité d'évaluation, mais c'est bien que le chercheur valide la référence parce que c'est là qu'il peut intervenir. Et puis, quand même, moi, j'attire votre attention sur le fait que maintenant, la pré-saisie qu'on fait, elle est minimale. Avant, c'était possible qu'il y ait, je ne sais pas, 6-7 auteurs du CHUV, de l'UNIL qui collaboraient. On rentrait tout le monde, toutes les unités. On sait que ça, c'est important aussi pour le rapport d'unité, d'être sûr qu'ils ont le référencement de tous leurs articles. Donc là, à nouveau, c'est le chercheur probablement qui sait avec qui il a collaboré de l'UNIL et du CHUV. C'est beaucoup plus compliqué, à mon avis, pour des agents de saisie. Et donc là, en effet, vous devez faire ce travail de complément. Au moins, le corresponding auteur, on attendrait qu'il fasse ce travail pour ses collègues. Et en tous les cas, sinon, les collègues, en principe, de ce que j'ai compris, sont informés, au moins se lier à la référence, parce que sinon, elle n'est pas prise en compte finalement dans votre évaluation, ou bien à la dernière minute, vous devez faire ce gros travail de faire ces liens. Je pense que de le faire au fur et à mesure, c'est quand même quelque chose qui, à terme, peut vous soulager. Voilà. Bonjour, Benjamin Butrel, vous m'entendez? C'est qui? Oui, pas très bien, mais... Oui, oui, on vous entend, on voit les, mais on vous entend. Allez-y. Allez-y seulement. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Alors, ma question est la suivante. Déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation extrêmement didactique. À terme, quelle sera la différence entre la plateforme Swiss Ubase et Zenodo? Alors, la différence principale, c'est que la plateforme Swiss Ubase est une plateforme suisse
alors Zenodo aussi, parce que indirectement via le CERN, mais c'est l'idée d'avoir un projet national où chaque institution pourra avoir différents services. Voilà, ça fonctionne sur le système de services, mais c'est l'idée d'avoir un dépôt labellisé UNIL plutôt que Zenodo qui est quand même développé, maintenu, financé par d'autres institutions. Alors, ça reste public parce que voilà, c'est le CERN et la Commission européenne, mais l'idée, c'est d'avoir un dépôt labellisé UNIL. Donc, à terme, la recommandation, ce sera d'utiliser SwissUBase, on est d'accord? Oui. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Et d'ailleurs, ça me fait, je peux peut-être ajouter une précision sur le DMP Online pour Unisanté. Gérard a déjà répondu effectivement que l'outil il est développé pour la communauté UNIL. Néanmoins, comme je ne sais pas quelle est je connais pas, je ne crois pas que Unisanté ait des exigences particulières en termes de DMP, mais c'est un exercice de toute façon toujours très utile et vraiment recommandé de faire un DMP. La plupart des bailleurs de fonds l'exigent. Donc, à défaut de rien ou d'autres outils, il existe d'ailleurs DMP Online version UK mondiale qui existe ou DMP Tool, mais à défaut de rien, vous pouvez bien sûr, j'imagine quand même, utiliser l'outil UNIL, sachant qu'il est développé avec le modèle UNIL. Mais si vous avez besoin de faire un DMP, sachant qu'Unisanté, je ne pense pas qu'il soit en train de développer un outil. Voilà. Donc, ce n'est pas interdit de l'utiliser. Et peut-être aussi, oui, juste rajouter quelque chose pour le dépôt, la différence aussi entre Zenodo et SwissUBase. Alors là, c'est plus en termes, pas juste de rayonnement institutionnel, mais c'est aussi en termes de, disons, de type de données ou type de contenu qui serait déposé et archivé dans SwissUBase. Zenodo, maintenant, on voit qu'il y a un certain nombre de données qui sont en fait des posters ou même des publications. Et finalement, il y a un peu moins de visibilité sur les données de recherche. C'est devenu un dépôt un peu plus large que juste les données. Là, l'idée de SwissUBase, c'est vraiment d'héberger principalement des données avec tout un enrichissement également de documentation liée au projet de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui a peut-être moins dans Zenodo, la possibilité de décrire également les projets, l'équipe de recherche, etc. Voilà. Alors moi, à nouveau, si je peux intervenir, je pense que c'est des outils complémentaires, Zenodo et ce nouvel espace stockage et partage de données. Alors déjà, Zenodo, ce n'est pas pour faire du stockage. Hein. Pour des données sensibles, comme je vous l'ai dit précédemment, vous ne pourrez pas utiliser Zenodo. Et je pense que Zenodo, c'est particulièrement adapté pour des sets de données qui ne sont pas des sets de données de 10 terabytes. Alors, on peut faire des demandes exceptionnelles, mais c'est vrai que j'ai eu des questions par rapport à des énormes sets de données à partager. En principe, c'est gratuit, c'est des sets de données de 50 gigabytes. Donc, on peut en déposer plusieurs, mais pour des énormes sets de données, j'espère que la nouvelle solution qui sera proposée au niveau suisse permettra donc aux chercheurs de déposer des gros sets de données. Moi, je ne suis pas très au clair de combien les chercheurs devront payer pour ça. Sur Zenodo, là, ce qui était intéressant, je trouvais, c'est que c'était gratuit. Hein, c'était un peu l'idée que ce soit gratuit. Après, pour des gros sets de 10 terabytes, je ne pense pas que Zenodo fasse ça gratuitement, puis ça peut se discuter au cas par cas. C'est sûr que s'il y a une solution universitaire, moi, je préconise vraiment que vous utilisiez cette solution. Je voudrais quand même m'assurer que ce dépôt aura une belle visibilité parce que finalement, quand même, si on fait tout ce travail, quel sera le référencement de ce dépôt? Et je pense que c'est aussi très dépendant du type de set de données. Si c'est des Western blot, des images de microscopie, Zenodo est peut-être mieux adapté en tous les cas pour le moment. Par contre, si c'est des questionnaires qualitatifs, ce type de documentation, je pense que l'autre dépôt, parce que développés par force, ils ont beaucoup plus d'expérience pour ce type de données. Et donc, à nouveau, c'est difficile de toujours répondre où est-ce que vous devez déposer vos données. Ça dépend toujours du type de données que vous avez généré.
Et il est clair que pour des données structurées du type génomique ou transcriptomique ou même de cristallographie, vous serez guidé par les journaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer ces sets de données sur en tous les cas, le partager via n'importe quel type de plateforme. Là, il y a des dépôts qui sont imposés par la communauté scientifique, mais ça, je pense que les chercheurs sont au clair avec ce type de prérogative. Donc, je ne sais pas si ça complète bien ce que tu as dit, Carmen, si vous êtes OK de votre côté par rapport à ça. Puis rien n'empêche de déposer aux deux endroits, hein, finalement, si c'est juste un transfert ou un lien sur un dépôt de l'un vers l'autre, quoi. Alors, c'est clair qu'il y a effectivement certains dépôts internationaux disciplinaires qui sont largement utilisés. L'idée, ce n'est pas de dire arrêtez de déposer chez GenBank ou je ne sais pas quoi et déposer dans Zenodo ou SwissUBase. C'est clair que le choix d'un dépôt disciplinaire fait totalement sens si on doit déposer dans un dépôt international. Simplement, l'exigence de l'université comme des bailleurs de fonds publics, et comme l'a évoqué Cécile avant, c'est que ce soit des dépôts non commerciaux et idéalement conformes au principe FAIR pour éviter de se retrouver dans la même situation dans laquelle on est actuellement avec les publications. Donc voilà, pour éviter une appropriation par des entreprises privées des données collectées, produites sur fonds publics. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ou écrire une question dans le chat? Moi, je trouve que c'est dangereux d'être à New York, Michaela, en ce moment. C'est bon. Tu vois, je ne suis pas à New York. Ouais, je t'assure, j'ai eu peur un instant pour toi. Très bien, alors je remercie tout le monde. Merci Cécile de nous avoir accueillis. Roberto, nous sommes disponibles. Cécile est votre premier point d'entrée, évidemment, mais s'il y a d'autres questions plus générales, nous sommes évidemment disponibles. Et voilà, on va mettre tout ça en ligne. Et puis Cécile fera ce qu'il faut pour vous faire arriver les liens ou les fichiers. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci, Michaela. Je trouve que c'était bien que vous présentiez un peu cette globalité de demandes qu'on a peut-être du mal des fois à communiquer au cas par cas. Alors, à demain en anglais, in English. C'est ça. Merci aussi, Cécile. See you tomorrow. Merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.